Paf, l'enregistrement est lancé. Salut à tous, David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up. Aujourd'hui, on va discuter des plus grosses erreurs des entrepreneurs qu'on a accompagnés avec Start the Fuck Up. Donc, Start the Fuck Up, en deux mots, on est un studio d'innovation. Notre job, c'est d'aider les entrepreneurs, les PME et les grands groupes à lancer des projets mieux. On est tous des entrepreneurs, on a tous lancé des boîtes, on en a planté certaines, on en a revendu d'autres. Et aujourd'hui, on a acquis cette expertise dans le lancement de projets et on essaye de partager avec les gens et d'aider les gens à mieux lancer des projets. Donc, nous, à la base, on est trois cofondateurs. Il y a moi-même. Donc, hop, on va lancer la slide. Donc, moi, j'ai fait HEC. J'ai lancé plein de boîtes. Enfin, j'ai lancé 3 boîtes dans ma vie. La première, c'était une prépa dans les admissions parallèles. J'ai fait ça pendant 1 an. C'était cool, mais mon associé s'est barré en disant qu'il voulait faire de la finance. Fine, il était brillant et il a bien fait. Et donc, ça a mis la fin à la boîte qu'on a revendue à un concurrent pour une bouchée de pain. Ensuite, j'ai monté une deuxième boîte dans les paris sportifs à Malte. Donc, ça, c'était assez rigolo. J'ai fait ça pendant 1 an. Ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai lancé pour le compte de Yellow Corner, qui sont les galeries photos, un site qui s'appelle Zeinberg.com. C'est de l'impression photo haute qualité. Ça a cartonné. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y avait le fondateur de Luco qui s'appelle Raphaël William, qui était sur le projet juste avant. Il est resté 3 mois, il s'est barré. Et j'ai pris sa succession et ça a cartonné. Donc ça, c'était super. Et ensuite, j'ai lancé Start the Fuck Up avec mes 2 copains, Mika et David, qui sont eux des ingénieurs, qui sont des monstres en tech, en produits, etc., des designers de génie, des techos de génie. Et fort de ces 3 personnes-là, on a commencé à aider des projets à se lancer. Et aujourd'hui, voilà, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on bosse ensemble et on a accompagné plus de 200 projets. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de discuter des 10 erreurs principales. Donc, vous allez voir, mes slides, elles sont volontairement un peu agressives. Quand je dis agressive, n'hésitez pas à me parler dans le chat en même temps pour avoir un petit retour. Quand je dis un peu agressif, c'est que j'ai essayé de trouver des problèmes où normalement, si j'ai bien fait mon boulot, vous allez vous dire non, mais il est mignon, mais ça, c'est pas forcément tout le temps une erreur. Mais en fait, justement, c'est essayer de parler de ces erreurs qui sont pas forcément évidentes au premier abord, de se dire mais non, mais ça, c'est pas forcément une erreur. Bah, si, en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce que 90% du temps, minimum, c'est une erreur. OK. Et donc, je vais essayer de vous déballer un peu tout ça. Vous n'hésitez pas dans le chat, je l'ai sous mes yeux tout le temps. Vous n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Et on peut en débattre, mais globalement, j'ai des arguments. Cool. On va démarrer avec, juste avant de démarrer, voilà, on lance, nous, aujourd'hui, on l'a lancé il y a quelques jours, notre offre Flash qui permet justement d'aider les entrepreneurs à travers plein de contenus vidéo, à travers un accompagnement personnalisé en remote, etc., à lancer leur projet. Donc, stfu.pro/flash, vous pouvez aller, vous pouvez postuler. C'est une promo qu'on va lancer le 20 avril. Et l'idée, c'est que on ait un nombre de personnes limité, donc on ne pourra pas prendre tout le monde. Là, on a déjà eu, je crois, une dizaine sans avoir fait de com dessus, on a déjà eu une dizaine de postulations. Je pense qu'on va prendre maximum 10 personnes. Donc voilà, si vous voulez postuler, allez-y. Nous, on vous rappellera. On va essayer de comprendre si on peut vous aider. Si on peut vous aider, on pourra. Et c'est pas cher, c'est moins de 3 000 €, 2 900 € je crois, pour l'accompagnement. Voilà, ça, c'est notre pub. On en reparlera à la fin si vous voulez. Et on va démarrer avec ce qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire les problèmes. OK, je vais vous proposer 10 erreurs et je vais vous donner aussi 10 remèdes parce que quand même, c'est pas sympa de parler juste des erreurs sans dire comment est-ce que nous, on pense qu'on peut y remédier. Et vous allez même voir, en fait, à travers les 10 erreurs, je vais aussi faire la traduction des 10 erreurs. Donc, les slides sont un peu provocantes, c'est volontaire. Si vous voulez lancer le débat, il y a le chat. Premier fail. J'ai trouvé une idée de ouf, mais je ne veux pas en parler parce que il ne faudrait pas qu'on me pique mon idée. Ça, vous l'avez déjà tous entendu de chez tout le monde. Il y a des mecs qui viennent nous voir, ils veulent qu'on signe des NDA, etc., etc. Moi, ma traduction, c'est soit je n'ai jamais lancé de boîte, donc je crois que l'idée, c'est important, soit je suis amoureux de mon idée alors que c'est l'erreur de base. Il ne faut jamais être amoureux de votre idée. Une idée, c'est de la merde. C'est de la merde parce qu'en fait, quand on regarde toutes les boîtes du monde, ils ont tous eu plein de pivots. Donc, ils ont changé de produit, ils ont changé de cible, ils ont tout changé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton idée versus la réalité, il y a un monde.
Et donc, ça, c'est le premier problème. Dès que vous avez quelqu'un qui vient vous voir en disant « Mec, j'ai une idée de ouf, mais bon, je ne peux pas trop en parler, etc. » Moi, je leur rentre dedans. Les gens qui viennent me voir, je dis « Mais mec, tout le monde s'en fout de ton idée. Si tu crois vraiment que tu as eu l'idée révolutionnaire qui va changer le monde et que tu es le premier dans l'histoire à l'avoir eu, non. De base, si ça n'a pas été fait, c'est que personne n'y croyait vraiment à ce truc. Donc, soit c'est parce que c'est vraiment une idée de merde, parce que tu as oublié de parler aux clients et te rendre compte qu'en fait, il y avait un gros sujet qui allait empêcher le truc de marcher. Soit c'est en effet un truc qui peut cartonner, mais à ce moment-là, c'est à toi, entrepreneur, d'y croire assez pour avoir raison versus le reste du monde. Mais c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est qu'au début, quand tu lances ton projet, forcément, c'est irrationnel de l'utiliser. Ça n'existe pas. Donc, si tu veux créer quelque chose alors qu'il n'y a rien, c'est que tu es un peu fou et qu'il y a des soucis. Et donc, toi, ce n'est pas une idée comme ça que tu vas avoir qui va tout régler, mais au contraire, il va falloir que tu rentres un peu dans les détails. Et si vous voulez, mon remède à ça, finalement, c'est de toujours avoir en tête qu'une idée, c'est de la merde. Si vous voulez, le fait de parler de votre idée à d'autres personnes, ça va vous permettre d'avoir une tonne d'idées. Je vais vous donner mon exemple à moi. Moi, au début, quand je voulais lancer Start the Fuck Up, je voulais lancer une formation à destination des entrepreneurs, un peu comme Le Wagon, mais pour les entrepreneurs, un master entrepreneur en 6 semaines. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à la terre entière. Et la terre entière, c'est vraiment tous les entrepreneurs de mon réseau. J'allais prendre 2-3 cafés par jour avec des gens et ils m'ont permis de me rendre compte qu'en fait, il y avait énormément de sujets. Que bah ouais, mec, tu allais vendre quelque chose à des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, c'était long. Tu dis que tu vas aider des gens, mais avec un cours général. Or, il y en a qui veulent faire du B2B, d'autres qui veulent faire du B2C, un autre qui veut faire un truc encore différent. Ça n'a aucun intérêt. Et en fait, le fait d'en parler, ça m'a permis de comprendre vraiment là où était ma force, là où il y avait une opportunité et d'aller rencontrer Mika et David et de bosser d'abord avec les grands groupes et ensuite de s'étaler. Mais c'est vraiment le plus important. Du coup, le remède, c'est dès que vous avez une idée, vous en parlez. Ne croyez pas, la somme des bonnes choses qui peuvent vous arriver en parlant, c'est illimité par rapport à le garder pour vous et à vous faire une idée dans votre tête. Voilà. Ça, c'est le premier truc. C'est la première erreur, de ne pas parler de son idée. Deuxième erreur, les gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, mais les clients, ils ne comprennent pas le problème qu'ils ont. Moi, je vais créer le besoin. » Vous l'avez souvent entendu, j'imagine, cette phrase « Je vais créer le besoin. » Apple, il a créé le besoin. Non, Apple, il n'a pas créé le besoin. L'iPhone, il n'a pas créé le besoin. L'iPhone, il a répondu à des problèmes avec une solution que les gens n'avaient pas, auxquelles les gens n'avaient pas pensé. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème parce que les gens, ils avaient besoin de faire plein de trucs, etc. Et il a avancé. Et en plus de ça, si on prend une analyse un peu plus intelligente de tout ça, tu as deux types d'innovation. Tu as l'innovation de rupture. En effet, le mec qui a créé Google, le mec qui a créé, voilà, c'est ces innovations qui changent complètement notre vie, qui changent complètement la manière qu'on a. Mais au final, la réalité, c'est que la plupart des startups, la plupart des innovations, c'est des innovations incrémentales. On va améliorer la manière dont quelque chose est fait. Je vous donne un exemple. Blablacar, on va améliorer le covoiturage. Cédric, mais non, t'inquiète, c'est fait pour ça. Cédric, il dit je vais me pendre. On va améliorer le covoiturage. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas des trucs de fou. C'est juste, on est PayFit, on va digitaliser le bulletin de paye. On est PeopleDoc, on va digitaliser la RH. Vous voyez, à chaque fois, c'est des innovations incrémentales. C'est la plupart des boîtes, quand vous regardez bien aujourd'hui, c'est des choses qui ont compris un problème et qui l'ont résolu. Donc, si vous pensez que vous allez créer le besoin, c'est faux. Et en fait, souvent, quand vous dites ça, c'est que vous ne résolvez pas le problème de votre client. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous tomber sur un mur. Donc, le remède à tout ça, c'est d'aller parler à vos cibles et de les écouter vraiment. Alors, Abderrahim, je te réponds dans un instant, mais c'est les écouter vraiment. Quand je dis écouter vraiment, c'est avoir de l'empathie, comprendre leur métier en profondeur, passer 45 minutes avec eux pour comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qui vont vous permettre de vraiment comprendre le problème que vous résolvez. Parce que si vous ne résolvez pas de problème, encore une fois, c'est très, 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 très improbable que vous ayez des clients. Parce que les clients, ils vont payer parce que vous leur résolvez un problème. Et Abderrahim, pour répondre à ta question, comment j'ai réussi à tirer 2 flèches dans mon projet? Je les ai vendues en fait. Je suis allé les voir et je leur ai dit les gars, j'ai vendu une mission pour vous. Faut juste que vous ayez à la faire. Et on dit ah putain, lui, il se vend comme un vendeur, il n'est pas con parce qu'il nous a vendu. Du coup, c'était la meilleure manière
de les attirer vers moi et de leur montrer que je racontais pas que de la merde, quoi, et que je pouvais leur apporter quelque chose. Surtout quand tu es un école de commerce pour prouver à un ingénieur que tu as de la valeur, faut vraiment y aller. Hein. C'est pas facile. Hein. Bref, voilà, ça c'est le deuxième sujet. C'est vraiment, si vous pensez que vous ne résolvez pas de problème, c'est juste que vous n'avez pas compris votre cible. OK? Ça, c'est vraiment hyper important. Troisième problème. Celui-là, je l'aime bien. Tout le monde m'a dit que c'était une idée de ouf. Ah non, mais j'en ai parlé. Tout le monde m'a dit c'est une idée de ouf. En fait, c'est qui tout le monde déjà? Parce que si tu veux vendre quelque chose à des DRH et que tu en parles à ta mère et à tes potes qui font de la finance de marché, mon gars, tu es dans la merde parce que déjà, tu en as parlé aux mauvaises personnes. Donc déjà, tout le monde, on s'en fout. Est-ce que déjà les clients potentiels te disent que c'est bien? Ça, c'est un. Et après, tu vas me dire, si, t'inquiète, je connais 4 DRH, 10 DRH, je leur ai parlé de mon idée, ils m'ont dit que c'était cool. Ok, mec. Est-ce que tu as déjà parlé d'une idée de boîte? Est-ce qu'il y a déjà un pote à toi qui t'a parlé d'une idée de boîte? Oui, forcément. Et est-ce que tu as osé, même si tu t'es dit, putain, elle est un peu pourrie son idée, est-ce que tu as osé lui dire, mec, c'est de la merde ton idée? Jamais, jamais. Parce que tu es bienveillant, parce que tu te dis, au final, moi qui je suis pas Zuckerberg pour te dire que ton idée, c'est de la merde. Du coup, je te dis, ouais, si, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il y a quelque chose. Pourquoi pas? Mais en fait, pourquoi? Ça veut dire la traduction de tout le monde m'a dit que c'est une idée de ouf, pour peu que tu en as parlé aux bonnes personnes, mais même si ces bonnes personnes t'ont dit ça, finalement, c'est que tu as biaisé la rencontre. Si tu viens vers quelqu'un hyper enthousiaste en disant putain, j'ai une idée de ouf, dis-moi ce que tu en penses, c'est impossible que le mec en face te dise franchement, non, je ne serai pas client. Et même s'il trouve ça pas mal, entre dire franchement, je trouve ça pas mal et j'achète, mais il y a un monde, mon gars, il y a un monde. Et en fait, c'est quoi qui est intéressant là-dedans? C'est que le remède à ça, c'est d'avoir une bonne méthode pour interviewer les gens. Ça revient un tout petit peu au problème d'avant, mais quand vous allez parler à quelqu'un de votre projet, s'il est dans votre cible, ne lui parlez pas de votre projet, parlez-lui de ses problèmes. Il faut avoir une bonne méthode pour interviewer les gens et amener les problèmes. Et uniquement à la fin des 45 minutes où vous lui avez parlé, lui introduire votre idée et voir ce qu'il en dit. Et ce qu'il va en dire une fois que vous lui en avez parlé, ça va être cool. Mais au final, ça ne sera pas le truc le plus important. Le truc le plus important, c'est de comprendre sa vie, de comprendre ses problèmes et de voir si votre innovation résout les problèmes. Et c'est ça qui est fondamental. Donc, encore une fois, avant de lancer, il faut bien comprendre son sujet. Il faut être expert. Et on va y revenir tout à l'heure à la fin quand on va parler de vente. Mais en fait, tu ne vas pas vendre quelque chose à un avocat si tu ne connais pas sur le bout des doigts le métier de l'avocat. Tu vas pas, mettez-vous vous-même à la place de l'acheteur. Tu n'as jamais acheté quelque chose à quelqu'un qui connaissait pas vraiment le problème, tu vois. Tu n'achètes pas des habits à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est une robe ou un jean ou la matière. Tu vois, c'est important de bien se rendre compte de tout ça, que c'est en devenant expert de ton problème, de ta cible, tu vas pouvoir lui trouver une bonne solution et en plus, tu vas pouvoir lui vendre. Quatrième problème. Alors celui-là, je l'aime bien. Notre différenciateur, c'est qu'on est moins cher. Celui-là, il est magnifique parce que ce n'est pas du tout un différenciateur. Être moins cher, ça marche quand tu es Leclerc. Mais quand tu vends du service, quand tu vends une plateforme, les gens, tu leur résous un problème qui leur coûte de l'argent. Être moins cher, ça veut juste dire que tu n'es pas différencié. Tu ne vas jamais acheter un service qui a de la valeur perçue pour toi à quelqu'un uniquement parce qu'il est moins cher. Okay, il faut aller beaucoup plus loin dans le différenciateur. Si tu n'es différencié que par le prix, c'est que tu vends une commodité. Donc, ok, si tu me dis, moi, je vais vendre du sel et je vais être 10% moins cher que le concurrent, pourquoi pas? Et encore, est-ce que c'est viable? Mais, merci Ariel de noter la punchline sur Leclerc. Mais si c'est ton seul différenciateur, si tu n'as rien d'autre, tu es mort. Nous, par exemple, chez Start the Fuck Up, si on arrivait à dire, voilà, on va vous accompagner dans votre projet, notre différenciateur, c'est qu'on est moins cher. Mais mon gars, tu vas me rire à la gueule. Tu vas me dire, mais j'en ai rien à battre que tu sois moins cher. Est-ce que déjà tu es meilleur que les autres? Est-ce que tu es au moins aussi bon? Et du coup, la réponse à ça, c'est comment est-ce que je fais pour bien me différencier? Pour moi, tu as deux choses hyper importantes. Le premier, c'est de réaliser un putain de benchmark. Il faut que tu sois au top sur quels sont les acteurs, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, quel est leur positionnement pris pour toi arriver avec un positionnement qui a de l'intérêt. Alors ça, j'insiste dessus parce que souvent on se dit, et moi le premier quand j'ai lancé ma boîte, non mais ça va, je vais voir le mec en face, je vais le convaincre.
bof. Non, mon gars, parce que quand le gars, il est moi, ça m'est arrivé au tout début quand j'ai essayé de vendre mon truc. Le mec, il venait, il me dit, mais je comprends pas. Quelle est votre différence avec tel concurrent? Mais parce qu'ils sont plus gros que vous, en fait. Et vous faites exactement pareil. Et donc, si là, tu n'as pas quelque chose de très concret à lui dire, de très mesurable, de dire non, mais très concrètement, nous, on fait ça et eux, ils ne le font pas, ou nous, nos profils, c'est ça et eux, ils n'ont pas ça, tu es mort, en fait. Tu es mort, tu n'as aucune chance. Et du coup, l'autre truc qui va avec ça, c'est de faire des choix forts. Souvent, vous remarquerez qu'une boîte, quand elle se lance, elle est clivante. Un bon entrepreneur, normalement, il est clivant. Parce que votre objectif, ce n'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est de plaire à une petite partie d'early adopteurs, mais pas que vous allez leur plaire. Il faut que vous soyez le héros de leur vie, il faut qu'ils vous kiffent, il faut que vous soyez le truc qu'ils attendaient depuis tellement longtemps. Exemple, Alan. Alan, ça fait chez tout le monde des assureurs parce que tu dois passer par un courtier qui ne comprend rien et tu es sûr qu'il essaye de t'arnaquer d'une manière ou d'une autre, etc. Alan, ils sont arrivés, ils ont dit les gars, nous, notre valeur number one, c'est la transparence. On est les mecs les plus transparents du monde. On n'est pas rigolo, mais putain, on est hyper transparent et on va vraiment bosser pour les PME, pour les startups. On est comme vous, regardez, on est les mêmes. Venez, soyez clients chez nous. Donc, il y a plein de gens que tu vas parler à un assureur, il va dire non, mais attends, Alan, c'est de la merde, la couverture, elle est pourrie. Mais au final, moi qui suis client d'Alan, j'en ai rien à foutre. Je me dis, ok, les mecs, ils sont intelligents. Je n'ai pas un cas particulier, je fais partie des 80% des boîtes qui ont un besoin de couverture mutuelle classique. Et ben, je vais chez Alan, mais je ne me pose même pas de questions. Et en fait, ils sont tellement bien différenciés que je les benchmark même pas. Je me dis, mais c'est la seule qui a une expérience client qui est intéressante, donc je vais passer par eux. Et je ne regarde même pas le prix, en fait. Quand tu es bien différencié, tu ne vas même pas comparer vraiment les prix parce que ce n'est pas vraiment comparable. Parce que le service qu'ils t'apportent est tellement bon par rapport à celui que tu penses être des autres que voilà. Donc, remède pour ne pas avoir à dire mon différenciateur, c'est le prix, qui est toujours un mauvais différenciateur. Parce que souvent, quand vous êtes moins cher, c'est que vous êtes moins bon. Surtout dans les services, j'insiste, mais même dans les produits. Moi, je ne vais pas prendre un CRM parce qu'il est 10% ou 20% moins cher. À la limite, si tu vaux 10% du prix, ok, peut-être, mais je ne vois pas comment, en étant à 10% du prix, tu vas réussir à apporter la même valeur. Mais vous voyez ce que je veux vous dire? Ce n'est pas en étant 10 ou 20% moins cher que tu fais un business. C'est en étant bien différencié et en répondant à un problème. Ok? Et en effet, tu as le ROI. Après, tu peux toujours dire je baisse le prix au début, comme ça je rentre et j'augmente. Mais vraiment, voilà, si vous vous dites dans votre projet, mon différenciateur, c'est que je suis moins cher, c'est que vous avez un gros problème. Et si vous ne vous rendez pas compte, ben, j'espère que je vais vous convaincre parce que benchmarkez mieux vos concurrents, essayez de mieux comprendre où est-ce que vous vous insérez et faites des choix forts pour que justement il y ait un intérêt à passer par vous. Okay, si vous êtes un peu comme ci, un peu comme ça, vous essayez de foutre un peu tout, ouais, on fait un peu tout, c'est mort. Faites des choix forts. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas dans le chat à continuer à me poser des questions. J'y réponds, j'essaie d'y répondre en même temps. Dites-moi aussi si je vais trop vite, si je ne vais pas assez vite, si vous n'êtes pas d'accord, etc. Voilà, c'est pas facile pour moi parce que j'ai pas de retour son, de rien du tout. J'ai l'impression de parler un peu tout seul, mais bon, c'est le jeu. Problème number 5. J'attends encore un peu avant de sortir mon produit pour qu'il soit prêt. Ça, c'est le classique. Non, mais je ne peux pas aller voir le client tout de suite. Non, mais te rends pas compte, là, c'est pas prêt. C'est pas prêt. Mec, déjà, c'est la traduction d'où ça veut dire que mon gars, tu as passé 6 mois à faire un produit dont tout le monde s'en fout. De base, si tu n'as pas introduit un client le plus tôt possible au sein de ton produit, tu es foutu. C'est à jeter. Finalement, passer plus d'un mois à faire un produit sans en parler à personne, mais c'est le maximum. Il faut être un fou furieux pour faire plus. Parce que, encore une fois, l'idée que tu te fais de la réalité et la réalité n'ont rien à voir. Il y a un écart qui est fondamental, qui est énorme. Et en fait, mon différenciant, c'est ma tech. Alors, j'y reviens tout à l'heure, Laetitia, mais si ta tech fait quelque chose de très différent, en effet, ça peut être un différenciateur. Après, encore une fois, c'est difficile de parler en généralité, mais en gros, il faut que ton différenciateur soit fort et que quand tu parles à un client et que tu dis mon différenciateur, c'est ça, il faut que tu vois dans son regard qu'il y a un vrai truc. Mais pour revenir au client, au fail number 5, j'attends encore un peu pour sortir mon produit parce qu'il n'est pas prêt. Il y a une phrase, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Ben Horowitz qui dit ça. Et il dit si vous n'avez pas honte de votre produit quand vous le lancez, c'est que vous l'avez lancé trop tard. C'est une phrase qui résume un peu tout. C'est fondamental que… c'est Reid Hoffman, ok, top.
Merci Guillaume. Oui, bah, super. Voilà. J'ai dit que j'étais patient, Domaine Horowitz. Bah, super, Reid Hoffman, génial. Super, super podcast d'ailleurs, Masters of Scale, que je recommande. Peu importe, on revient sur le sujet. Euh, En fait, si vous voulez, pour revenir à ça, il faut le plus tôt possible que vous ouvriez au moins en bêta à des utilisateurs votre produit. Parce que même s'il n'est pas prêt, s'il résout un vrai problème, les gens seront indulgents. Je vous donne un exemple. Bon, je fais une pub gratos, mais en ce moment, nous, on est en train d'utiliser un produit. Enfin, on vient d'avoir des accès à un produit qui s'appelle la grosse machine, qui permet d'automatiser la prospection. Ces gars-là, leur produit, il n'est pas prêt. Ça fait 1 an qu'il n'est pas vraiment prêt, qu'il y a plein de bugs, sauf qu'ils l'ont ouvert et ils l'ont ouvert en payant. Et ça permet en fait d'aller tester si les gens sont OK et en plus d'avoir des feedbacks des gens pour l'adapter en continu. Et là, leur produit, il est canon. Il n'est pas encore totalement fini, mais il est canon. Un autre exemple que je vous recommande, c'est d'écouter notre podcast La Galère. On a interviewé Raphaël Vuillerme de Luco. Et lui, il dit un truc fort. Parce que finalement, Luco, c'est quoi? C'est une assurance habitation à l'ère startup, quoi, avec un bon service client. Ils répondent en un jour quand en moyenne, les mecs répondent en une semaine. Ouais, SaaS B2B, exactement. Je suis bêta. Ouais, exactement. Et en fait, c'est assez difficile de parler avec le chat parce que ça me fait penser à autre chose. Mais en gros, Lugo, ils ont un truc assez particulier, c'est qu'ils pensent que en vendant en plus de l'assurance un device que vous allez mettre chez vous et qui va vous permettre que vous mettez un device qui va vous permettre de vous dire attends, là ta consommation elle est trop forte ou attends, fais attention à ça, etc. Ça va permettre de limiter les risques et donc de rentabiliser encore plus l'assurance. Bref, ils voulaient vérifier si ça intéressait les gens. Alors là, un coach normal en entrepreneuriat va vous dire tu sais quoi, tu vas un coach normal entrepreneur, il va dire mec, tu vas créer une landing page et tu vas demander aux gens de remplir leur adresse email s'ils sont intéressés pour être dans la précommande ou dans les bêta tests, etc. Et si tu accroches des gens, ça veut dire que tu as une validation. Raphaël, il a fait encore mieux. Il a mis en vente ce fameux device qui n'était pas prêt du tout, avec des belles maquettes, etc. Il a mis en vente à 40 € juste pour voir si les gens étaient prêts à l'acheter. Et en fait, il s'est rendu compte que les gens achetaient avec un coût d'acquisition qui n'était pas cher. Et après, il les a appelés, il leur a dit bon, au final, désolé, mais c'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Notre notre produit n'est pas prêt, je peux vous rembourser ou alors je vous envoie notre proto qui est un peu dégueu, mais si ça vous intéresse, go. Et en fait, en faisant ça, il a testé l'appétence des gens, non pas à dire ouais, ton idée elle est pas mal, ça m'intéresse, mais à payer. Ok. Encore une fois, là, si on reprend l'exemple ici, pour savoir si mon webinaire il vous intéresse, là, je vous ai fait vous inscrire. Donc, c'est déjà un petit truc. C'est pas juste un lien. Il faut vous inscrire, il faut laisser votre mail. Donc, il y a de la perte. Pareil sur le produit Flash. Si vous voulez postuler, candidater, on va vous poser 7 questions. Donc, il y a de la perte, mais ça nous permet, nous, de mieux qualifier, voir si le mec n'est même pas prêt à remplir 7 questions, c'est qu'il ne sera jamais prêt pour se faire accompagner pour de vrai et pour payer. Et en fait, le truc qui aurait été encore mieux, si je voulais vraiment savoir si ça vous intéressait ce webinaire, je vous aurais fait payer. Je vous aurais fait payer même 1 €, mais le fait de sortir ta carte bleue, ça aurait tout changé. Vous n'aurez pas été 97 comme en ce moment. Peut-être vous aurez été 20, peut-être vous aurez été 0, peut-être vous aurez été 60, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je ne peux pas savoir si les gens qui sont dans mon webinaire sont prêts à payer pour mon webinaire. Okay, je sais qu'ils sont intéressés pour l'avoir en gratos. Je sais qu'ils sont même prêts à donner leur email pour l'avoir en gratos. Mais c'est tout ce que je sais. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, c'est hyper important d'aller tester pour de vrai l'appétence à payer, de faire rentrer les bêta-testeurs le plus tôt possible, rien que sur une proposition de valeur, sur une landing page, pour tester. Encore une fois, la seule chose que vous savez, c'est que vous ne savez rien, que tout ce que vous avez en tête, vous avez vu, je cite Socrate ou Platon, c'est selon. Si vous voulez, c'est hyper important d'avoir toujours en tête que tout le temps que vous passez à ne pas parler à vos clients, c'est un temps où vous ne validez aucune hypothèse. Tout ce qui est dans votre tête et qui n'est pas validé par un client n'a aucune valeur. OK. Voilà. Donc ça c'est. Qu'est-ce que tu penses de proposer du conseil ou des services en attendant qu'un produit soit prêt? Évidemment, Laetitia, totalement raison. Et même souvent par exemple sur l'IA, si vous faites beaucoup de boîtes autour de l'IA,
le meilleur conseil, c'est avant de proposer un produit, proposer un service. Si vous arrivez déjà en utilisant votre produit, vous, de votre côté en back-office, donc l'UX, etc., n'est pas un problème. Ça va vous permettre déjà de comprendre le problème de votre client. Qu'est-ce qu'il veut que vous résolviez? Okay. Encore une fois, il faut vous rappeler que parler à des clients, c'est la chose la plus importante et il faut tout faire dans votre stratégie pour aller parler le plus tôt possible à des clients. Okay, le plus tôt possible. Si ton client veut de la merde, tu fais quoi? Mais en fait, essaye de comprendre pourquoi il veut de la merde. Essaye de comprendre c'est quoi son problème profond. Peut-être qu'il a la mauvaise solution, mais il a le vrai problème. S'il est prêt à payer pour quelque chose, c'est qu'il a le problème. Donc, si la solution que lui te pousse n'est pas la bonne, c'est possible. Va lui parler assez profondément, va comprendre son problème assez fort pour pouvoir revenir avec une solution qui est meilleure que la merde, entre guillemets, que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton client qui a raison. S'il est prêt à payer, c'est qu'il a un problème. Okay, et ça, c'est fondamental. Et il faut se rendre compte de ça. Et pour ça, il faut le mettre au centre. Ce n'est pas parce que toi, tu as réfléchi à une solution qui te va peut-être à toi que ça va aux gens. Okay, donc, c'est quoi du coup la solution pour tout ça? Le remède? En fait, merde. Hop. C'est sell it before you do it. Okay, c'est un peu ce que j'ai dit en filigrane, mais vendez, 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 vendez. Ne faites pas un e-learning avant de le vendre. Ne va pas passer un mois à aller faire des vidéos si tu ne sais pas si les gens ils sont prêts à acheter. Tu fais une précommande avec un putain de discount, mais il faut que tu vérifies ça. Il n'y a que toi qui crois que les gens sont intéressés. Prouve-le. Prouve. C'est vraiment le truc le plus important. OK, donc, toujours avoir en tête de vendre avant de faire. Ça, c'est business first, technique en deuxième. C'est vraiment le truc, c'est le meilleur conseil business que je peux vous donner. C'est le conseil business que m'avait donné le fondateur d'Yellow Corner quand j'étais là-bas, qui est un mec hyper fort en business, qui me disait, mec, vends et après on résoudra les problèmes. Mais ne crée pas des problèmes avant d'avoir vendu. Fail number 6. Je suis passé par une agence pour réaliser mon produit, proto, site web, etc. Alors là, je pense qu'il va y avoir un débat. Mais globalement, si vous faites ça, c'est que vous êtes dans la merde pour plusieurs raisons. Raison 1, un site web, si tu passes par une agence pour faire un site web, tu es zéro. Aujourd'hui, un site web, c'est tellement facile à faire. Il y a des outils, il y a 1000 outils no-code qui te permettent de le faire. Donc, tu ne peux pas faire ça. C'est une erreur tellement énorme. C'est-à-dire que tu dépenses ton argent n'importe comment. Tu ne peux pas faire ça. Et ensuite, pour les produits, proto, etc., 95% de ce que tu veux faire, c'est faisable avec des outils no-code. OK, un exemple très simple, c'est le jour où les gens ils se sont rendus compte qu'en fait, avec un Shopify, tu pouvais faire du e-commerce. Boum, explosion du dropshipping. Allez voir sur les groupes dropshipping France, etc. Les mecs, ils savent pas écrire sans faire de faute d'orthographe. Par contre, ils savent créer des sites internet qui marchent bien en dropshipping avec des bons flows, etc. Aujourd'hui, c'est hyper facile de créer des outils vous-même. Et en plus de ça, quand tu vas créer ton produit toi-même, tu vas garder la main. Ça veut dire que ton cycle d'itération va aller tellement vite. Okay, nous, aujourd'hui, il y a des clients qui viennent nous voir, qui nous disent « Ouais, ils sont sympas vos outils no-code. Est-ce que tu peux faire mon site pour moi ?» On dit non. Parce qu'il faut que tu aies la main sur ton produit. Il ne faut pas que tu aies à interagir. Si demain, tu veux changer une page, tu veux rajouter une page ou quoi, il faut que tu puisses le faire dans l'heure. La vitesse, c'est ça qui fait réussir ou foirer des startups. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Ta boîte, si tu n'as pas la main sur ton produit, ta boîte, elle est morte dans 6 mois. Fiverr, c'est bien pour des problèmes très ponctuels. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu veux aller scraper, si tu veux aller scraper tous les coiffeurs de Paris et que tu ne sais pas le faire, ok, va sur Fiverr. Tu vas payer 100 balles, un mec au Bangladesh, il va te le faire, ça va être très bien, tu auras ta liste, super, mais ça, ce n'est pas ton produit. Par contre, si tu veux faire un e-commerce, tu demandes à un Indien de te le faire, mec, tu vas passer un temps fou déjà, les allers-retours et tout. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, tu peux faire. Ok, Arthur, tu me parles du domaine des jeux vidéo. Aujourd'hui, tu peux faire des jeux vidéo. Aujourd'hui, la manière que les gens ont de faire des jeux vidéo, ça revient un peu au fail de tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les gens, ils font des pubs. Ils placent une pub avec une petite vidéo hyper courte sur le gameplay et ils voient si les gens cliquent dessus. Et c'est là qu'ils décident d'acheter. Donc, même dans le jeu vidéo, il y a du sell it. OK,
Et il y en a beaucoup. Et ça, je te le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est un entrepreneur qui est coach chez nous, qui lance plein de boîtes qui lance des boîtes dans les jeux vidéo. OK? Donc, tu peux faire une pub pour ton jeu vidéo qui montre le gameplay et avoir des retours utilisateurs pour savoir si les gens sont intéressés. Et ça, c'est vrai. C'est un vrai truc. Là-dessus, surtout le jeu vidéo, c'est ta capacité à aller hyper vite parce que personne ne sait si comment un jeu marche ou pas. C'est ça qui est important. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Arthur. Est-ce que Love Flash s'adresse aussi? Ouais, Love Flash, vraiment. Nous, on a un nombre de places limité. Là, on a déjà plus de candidatures que de places qu'on peut prendre. Donc, on va prendre du temps pour parler à chacun et on ne va proposer l'offre qu'aux personnes dont on est sûr de pouvoir aider. Donc, tu prends aucun risque à remplir. On fera un call avec toi et on te dira si on peut t'aider. On n'a aucun souci avec ça à refuser des gens. De toute façon, on ne pourra pas prendre tout le monde. Il y a déjà plus de candidatures que ce qu'on peut encaisser. Pour savoir ce qui est faisable avec le no-code, je vous recommande nocoders.fr. Ah, je ne connaissais pas. Peut-être que Mika connaît. Alors, Leïla, tu me dis, il n'y a rien de pire que les outils bricolés. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'avec les outils de no-code aujourd'hui, tu peux faire des boîtes qui ne sont pas du tout bricolées. Je vais te donner un exemple. Nous, on a créé pour un client, ça s'appelle louersonterrain.fr. Le mec, il fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On a utilisé une landing page avec un outil no-code qui s'appelle Strikingly. On a utilisé tout le back-office avec un outil no-code qui s'appelle Airtable, qui est hyper puissant. On a rajouté du Zapier pour envoyer des mails automatisés avec Mailjet. Donc là, c'est 4 outils. Avec ces 4 outils-là, on est allé sur la Lune. On lui a fait un business en 2 jours à 1 million d'euros. Le mec, il n'a rien codé du tout et ça tourne. Donc, ce n'est pas bricolé. Si vous le faites bien, ce n'est pas bricolé. J'invite à regarder la toolbox. Là-dessus, tu peux vraiment aller sur la Lune avec des outils no-code aujourd'hui. Et mon conseil, c'est utilise ton no-code, va tester, va faire les premiers euros. Et une fois que tu auras vraiment validé que là, tu as un truc hyper solide, tu pourras éventuellement le dev. OK? Mais si en interne, tu n'as pas la capacité à dev des trucs compliqués, ne va pas prendre une agence au début. Et encore, j'irai même plus loin. Même si tu as la capacité, vas-y, je vais te prendre l'exemple de Mika, qui est mon associé tech, qui adore coder et qui dit lui-même, je prends ces mots, le code, c'est de la branlette. Le code, finalement, c'est quelque chose qui fait plaisir aux devs parce qu'intellectuellement et tout, tu kiffes. Mais en vrai, tu n'en as pas besoin au début. Tout ce que tu devs en dur avec des lignes de code, c'est de la dette. Donc, si tu n'es pas sûr de toi, tu perds ton temps sur des trucs qui ne vont pas impliquer le client à T0. OK? Je suis content de ce point parce que je savais que ça allait amener du débat. Voilà, comme le dit Enzo, tu peux faire des marketplaces, des landings, des sites, des e-commerce. Tu peux même faire des apps que tu mets dans l'App Store sans avoir une ligne de code à faire. OK? Tu peux aller tester. Vraiment, ça, c'est important. Alors là, voilà, je vous vois arriver avec les produits blockchain. Mais encore une fois, c'est des trucs hyper spécifiques, en effet. Mais déjà, pose-toi la question sur la blockchain. Est-ce que tu résous un problème? Est-ce que tu places de la blockchain pour pas… Nous, on avait une boîte qu'on avait accompagnée qui cartonne. Je vous conseille d'utiliser si vous avez des besoins comptables. Ça s'appelle Chain Trust. Ils font de l'automatisation de saisie comptable. Les mecs, au début, ils ont voulu foutre de la blockchain dedans. On allait les voir, on a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux foutre de la blockchain? Ils n'ont pas réussi à nous convaincre de ça. OK? Et en fait, ils l'ont enlevé parce qu'ils se sont rendus compte que leurs clients s'en foutaient qu'il y ait de la blockchain. Donc, quand vous voulez mettre de la tech un peu poussée, essayez de comprendre pourquoi. Encore une fois, nous, sur les outils no-code, on ne va pas faire tout le truc parce qu'il y a d'autres trucs à faire. On doit finir à 13h, mais enfin, je vise de finir à 13h. Mais c'est vraiment, vraiment important de noter qu'il ne faut pas passer par des agences au début. Il faut valider votre proposition de valeur. C'est méga, méga, méga important. Je me permets d'intervenir parce qu'il y a un gros débat. Il y a quelques questions qui ont sauté. Yes. Il y a une question, quelqu'un a dit, du coup, puisque vous conseillez de vendre des choses avant de les avoir construites, du coup, vous n'avez pas encore construit votre programme d'accompagnement et vous êtes déjà en train de le vendre avant de l'avoir construit. Donc ça, c'est parce qu'on parle de l'offre flash qu'on est en train de lancer. Donc, quand on fait un lancement marketing d'un produit qui n'existe pas encore pour valider que les gens sont prêts à payer, il faut toujours s'assurer avant qu'on sait répondre à la demande. C'est-à-dire que le produit, on a déjà validé avec des experts, on a fait l'architecture technique, on sait que ça marche, on sait qu'on peut le faire, c'est juste qu'il nous manque 1 an de développement, 6 mois de développement, un peu de temps. Par exemple, Dropbox,
qui est un truc extrêmement technique, extrêmement complexe, extrêmement long à développer. Il leur restait 8 mois de développement pour avoir quelque chose de fonctionnel et stable. Et ils ont commencé à générer leur premier euro de chiffre d'affaires, 8 mois avant le lancement et avant leur levée de fonds. C'est en fait faire de la com et générer des inscriptions clients à Dropbox qui leur a permis de se financer. Nous, avec le programme d'accompagnement, on fait pareil. Évidemment, on a construit toute la structure du programme. On a déjà la majorité des e-learning qui sont prêts. On a déjà fait ce programme de coaching des dizaines de fois. Donc, on est des experts. Enfin, on n'a aucun doute sur la capacité à le réaliser, bien plus que ça. Leïla parlait de la crédibilité. Donc, quand on fait ce genre de choses, que ce soit des prototypes ou de la prévente, il faut les faire tellement bien. Si vous regardez notre poisson d'avril qu'on a lancé récemment, des choses comme ça, en fait, il faut le faire tellement bien dans l'expérience que va vivre la personne qu'il ne doit pas se rendre compte que c'est bricolé. Et donc ça, effectivement, c'est une certaine expertise et c'est le fait de travailler ensemble avec nous et moi en particulier qui du coup benchmark 200 outils de prototypage par an et qui sélectionne que les meilleurs et sait comment les combiner ensemble, etc. Ensuite, je fais monter en compétence les équipes avec lesquelles je travaille, qui s'approprient ces outils, s'approprient ces méthodes de test et fassent des choses qui ont l'air absolument exceptionnelles du point de vue de l'expérience client, même si derrière, ça peut impliquer des outils qui sont bricolés. Donc, le but est voilà, de toujours jamais perdre la crédibilité de la personne. Yes, merci Mika pour cette intervention. Michael qui fait la référence. dernière question sur ceux qui parlent de code. Désolé. Ceux qui disent faire des serveurs de stockage de vidéos 4K tout seul sans connaissance de code, faire des SaaS métiers quand tu as vraiment besoin de dev, faire des produits blockchain, faire des trucs deep tech, faire de la biotech, faire des choses comme ça. D'accord. Déjà, rien t'empêche de récolter des clients sur ton produit sans développer le projet et après embaucher des devs. Deuxièmement, généralement, les projets qui ont vraiment besoin de ça pour décoller, où la tech est vraiment un différenciateur fort, comme par exemple WhatsApp. Quand ils sont lancés WhatsApp, il y avait déjà plein d'apps de chat. Et la raison fondamentale pourquoi les apps de chat ne décollaient pas, c'était une raison technique de scalabilité. Mais là, on parle d'un fondateur qui avait déjà dans son équipe des rockstars, parmi les meilleurs ingénieurs du monde, et qui avait une connaissance hyper pointue des produits digitaux et déjà de l'expérience. Donc, quand vous êtes primo-entrepreneur, vous ne pouvez pas vous lancer dans WhatsApp tout là comme ça. Il faut soit très bien s'entourer, soit être très très bon en apprentissage rapide sur ces domaines-là, soit avoir une équipe de rockstars. Ok. Merci Mika pour ton intervention. Voilà. Je suis content que ça ait ramené du débat parce qu'il en faut. Mais vraiment, nous, on a fait des trucs de malade avec des outils no-code pour aller vite. Il y a même, comme je vous dis, un business à 1 million d'euros. La dernière fois, on a ramené une tonne de gens sur notre poisson d'avril, sur des rouleaux de PQ. Il y en a plein qui ont cru que c'était vrai. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une excuse de la technique. Tu peux vraiment aller très très loin, aller récolter les clients avant d'avoir ton produit et t'assurer finalement que tu résous un problème. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, ouais, Jean, c'est 2 900 € l'offre flash, l'accompagnement, si tu veux savoir. On te répond. Du coup, les exemples que je donnais, les remèdes, aujourd'hui, c'est les outils no-code. Tu as des outils comme Bubble qui permettent de faire des apps. Il y a même Adalo aussi qui est un Bubble un peu plus simple, qui cartonne et qui permettent de faire des apps que tu mets sur l'App Store. Tu as Shopify, évidemment, que tout le monde connaît maintenant, qui permet de faire des e-commerce hyper facilement. Tu as un outil qui s'appelle ShareTribe qui te permet de faire des marketplaces en 2 minutes. Bref, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui d'indispensable d'avoir ça en tête. Et pour vraiment, nous, on a rencontré très peu d'entrepreneurs pour qui il était nécessaire, il était impossible, d'utiliser des outils no-code. Ça peut te changer la vie. Ok. Donc, on arrête sur ce point-là. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou à nous écrire. Je vais mettre mon mail à la fin. On sera ravis de vous répondre en profondeur sur vos questions. Mais là, il faut avancer. Fail number 7. Les mecs qui disent « Ouais, j'ai pas encore de business model, mais tu as vu, Google et Facebook, ils n'en avaient pas non plus quand ils se sont lancés. » Alors, ça, il faut faire très attention. Pour 2 raisons. Déjà, oui, Google et Facebook, ils n'avaient pas de business model quand ils se sont lancés. Sauf que, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que
pour pouvoir monétiser juste ton audience, il faut que tu aies une masse critique d'audience de l'espace. Ok, il n'y a quasiment que des boîtes aux US qui s'en sortent parce qu'ils ont été fundés et surfundés et surfundés. Si toi, aujourd'hui, tu veux te lancer dans des trucs sans business model, il va falloir que tu aies une réussite de malade. Donc ça, c'est le number one. Le number deux, c'est le fait de se lancer sans business model. C'est pas quelque chose qui est valable pour tous les business. Moi, la dernière fois, il y avait quelqu'un au téléphone qui me disait qu'il allait lancer un business B2B sans business model. En mode, tout est gratuit, mais t'inquiète, il m'a dit vraiment ça. Hein. T'inquiète, Google et Facebook non plus. Ouais, mais Google et Facebook, c'est du B2C, c'est pas du B2B. Enfin, du coup, pardon, Google et Facebook font leur blé en B2B parce qu'ils vendent vos données et vous permettent de vous targeter et de vous envoyer de la pub. Mais c'est une offre B2C, donc c'est un peu spécial Google et Facebook. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si vous lancez un business à la Facebook ou à la Google, vous avez intérêt à avoir les reins très solides et savoir que la masse critique que vous devez faire pour avoir pour avoir la masse critique nécessaire et faire des euros, ça va être énorme. Ok, donc, extrêmement important de comprendre tout ça. Ok, souvent, les gens qui disent ouais, t'inquiète, je me suis lancé sans business model, souvent, ils ne font jamais un euro. Du coup, c'est quoi le remède à tout ça? Le remède à tout ça, c'est de trouver un business model. Un exemple concret, il y a énormément de boîtes en B2C qui se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire de l'argent et du coup, qui passent en B2B. Ok, ça, c'est un bon réflexe à avoir. Je vous donne un exemple. Vous arrivez quand même à être, je sais pas, un exemple tout bête. Mettons que vous avez un business à la fourchette. Vous arrivez à avoir une masse de gens assez importante qui veulent réserver des restaurants, etc. Bah, votre modèle, c'est de faire payer les restaurants. Ok, j'avais un copain qui avait lancé une boîte qui était un réseau social de proximité qui permettait d'être un peu le journaliste de son quartier. Du coup, à un moment donné, pareil, il n'avait pas de business model, il était dans la merde, il n'arrivait pas à se financer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir des gens à qui ça pouvait intéresser, donc des journaux, des médias, pour leur dire voilà, moi, j'ai ces infos-là qui peuvent peut-être vous servir. Il a essayé de leur vendre. Bon, il n'a pas réussi, mais toujours, dites-vous, si vous n'avez pas de business model, c'est qu'il y a un problème quelque part. Okay, donc, essayez de passer en B2B le plus tôt possible ou de réfléchir à des moyens de vendre ces infos-là. OK? Fail number 8. Alors, celui-là, je l'aime bien. Ouais, je manque de réseau, tu comprends, c'est difficile de rentrer en contact avec mes propres prospects, avec mes prospects. Ça a des mecs qui disent ça en mode non, mais ça, c'est un business où il faut être introduit. Ce n'est pas un business comme un autre, il faut vraiment être introduit. Ça, les gars, arrêtez de dire ça, c'est un scandale. Si vous dites ça, c'est que vous êtes juste nul en lead gen. Okay, nous, on est rentré en contact avec des centaines de personnes qui bossent dans les grands groupes sans avoir jamais une seule intro. OK? Après, vous vous dites, ouais, mais toi, tu as fait HEC. Non, non, non. Le réseau HEC, il m'a amené zéro lead. Zéro lead. Tous les mecs que j'ai rencontrés, je leur ai envoyé des mails. Je les ai appelés en cold calling. Je me suis débrouillé. Et vraiment, aujourd'hui, vous avez la possibilité de rentrer en relation avec n'importe qui. Et c'est la manière dont vous allez rentrer en relation qui va vous permettre d'avoir les gens. Parce que oui, envoyer un mail à quelqu'un, il faut savoir le faire. Le cold calling, il faut savoir le faire. Moi, combien de fois il y a des gens qui m'appellent en cold calling, ils ont peur, ça se voit. Tu n'as pas envie de dire oui parce que tu dis si le mec il a peur de me parler, son produit il est pourri. Et en fait, tu l'identifies à un mec qui va t'accoster des SFR qui veut te vendre de la merde. Du coup, évidemment, il faut bien le faire. Mais aujourd'hui, vous avez la capacité de rentrer en B2B avec n'importe quel prospect ou quasiment. Et pareil, en B2C, évidemment, avec Google, Facebook, vous pouvez aller sur la Lune. Du coup, moi, mon conseil, le remède finalement pour bien prospecter, c'est LinkedIn Sales Navigator. Ça, c'est la base de la base en B2B. Si ça coûte 70 balles par mois, c'est le meilleur investissement que vous ferez si vous avez un business B2B. Enfin, c'est même pas une question en fait. Si vous hésitez,
à dépenser ça, c'est qu'il faut fermer votre boîte. Ça n'a aucun sens. Si vous faites du B2B, vous payez Sales Navigator et vous rentrez en contact avec tout le monde. Ensuite, vous pouvez automatiser votre prospection. Ça, c'est un truc à faire dans un deuxième temps. Il faut d'abord bien comprendre les messages qui marchent auprès de vos cibles. Donc, les messages qui marchent, spoiler, ce n'est pas de parler de vous, c'est de parler d'eux. Mais on va y revenir juste après. Donc, vous pouvez ensuite automatiser votre prospection. Comme ça, en étant tout seul, vous pouvez gérer. Okay. Nous, à 3, on a fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en passant moins d'un jour par semaine. Il n'y avait que moi qui faisais de la prospection et on passait moins d'un jour par semaine. Je passais moins d'un jour par semaine dessus à faire la prospection pure parce que tout était automatisé. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire tout ça. Et enfin, tu as le call calling. Le call calling, plus qu'une c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui prend du temps, c'est très chronophage, mais c'est quelque chose qui va t'aider, le fait de prendre ton téléphone et de maîtriser un peu tout ça. Ça c'est les 3 remèdes que je donne. Nous, on utilise énormément les 2 premiers, vraiment. Fail number 9. Alors celui-là, il est magnifique parce qu'il est contre-intuitif. Vous avez souvent déjà entendu un mec qui vient et qui vous dit « Non mais là mec, je me suis bien pitché dans mon rendez-vous client là. J'ai bien expliqué ce qu'on faisait. J'attends qu'il me rappelle. Mais t'inquiète, je suis confiant. Il avait l'air content. Plusieurs centaines. Alors pour te répondre, Jean, on a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires à 3. Voilà. En passant moins d'un jour par semaine. Voilà. C'est pour te donner un truc concret. Alors, je reviens sur mon point 9. Je me suis bien pitché. Ça veut dire quoi bien pitché? C'est, tu sais, le mec, il a dit, bah voilà, nous, on est Start the Fuck Up, on aide. Moi, si moi, je me pitch mal, ça m'est arrivé au début. Sales Navigator en B2B, il te permet de te connecter à la terre entière. Tu as tous les profils du monde sur Sales Navigator. Tu fais tu as des critères de recherche. Donc, tu peux dire, je veux tous les directeurs RH des boîtes qui ont entre 1000 et 5000 personnes dans le secteur de l'agroalimentaire. Et comme ça, tu as tous les profils des mecs et tu peux rentrer en relation. Donc, tu n'as plus d'excuses pour ne pas trouver les gens. En une recherche, tu l'as en 2 secondes. OK. Fail numéro 9. Donc, je me suis bien pitché. Ça, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce qu'en fait, ton rendez-vous client, ça ne se joue pas sur ton pitch. Pas du tout. Ouais, t'inquiète, Jean, on envoie tout. Pitcher sa société, pardon, c'est présenter sa société. En rendez-vous client, si tu présentes ta société, tu parles de toi. Les gens, ils ne veulent pas entendre parler de toi, ils veulent entendre parler d'eux. Ils veulent que tu résolves des problèmes. OK? Et ça, c'est super important. Donc, dans ce fail numéro 9, je vous ai condensé 2 fails. Le premier, c'est de croire qu'en rendez-vous client, tu dois parler. Non. Les meilleurs rendez-vous clients que j'ai fait dans ma vie, j'ai quasiment pas parlé. La dernière fois, j'ai fait une vente à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je vous jure, j'ai pas parlé. J'ai juste posé des questions. J'ai posé des questions et à la fin, j'ai dit vraiment, j'ai dû parler 2 minutes de ce qu'on faisait et c'était réglé. Un autre truc aussi qu'on a vendu, le rendez-vous client, il s'est fini au bout d'1 heure parce que le mec avait un autre rendez-vous. Je n'avais même pas présenté ma boîte, mais j'avais tellement posé les bonnes questions que le mec m'a dit, bah, attends, il faut à tout prix qu'on se revoie parce que j'ai aimé comment tu m'as fait progresser dans ma réflexion là-dessus. Donc, c'est ça qui est fondamental. Un bon rendez-vous client, c'est parler des problèmes du mec en face et moins vous parlez, plus vous posez des questions, plus vous montrez que vous êtes hyper chaud pour le faire progresser, plus vous avez de chances de vendre. OK. Et la deuxième erreur dans ce fail, c'est qu'en fait, j'attends qu'il me recontacte. Non, un rendez-vous client, tu finis, tu définis les next steps. Tu dis, OK, quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce que je vous relance si vous ne m'avez pas répondu? Tu dois toujours répondre. Si tu t'es pitché et que tu n'as pas pris de next step, tu es, comme j'ai dit dans la traduction, le pire vendeur de tous les temps. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est expert. Okay, c'est un expert au même titre qu'un médecin. Un médecin, tu ne viens pas le voir en disant « Salut gros, tu me donnes du paracétamol parce que j'ai une angine ». Le médecin, si tu lui dis ça, il va te dire « Non, non, mais déjà, tu vas te mettre à poil, tu vas t'asseoir et je vais t'ausculter, je vais te prendre ta tension, je vais regarder tes oreilles. Tu ne sais pas ce qu'il va faire, tu ne comprends pas pourquoi il le fait, mais tu sais que c'est important. » Bah, toi, c'est pareil. Le médecin, il n'est pas là en mode hey, « Salut, tu as vu, alors j'ai fait ces études-là, j'ai fait des stages à la petite salpêtrière. » Non. Le médecin, il est là, il te pose les bonnes questions et tu sais qu'il va te soigner. Et ben, c'est la même approche qu'il faut que vous ayez. OK. Merci Abderrahim de kiffer mes punchlines. Mireille, je réponds à ta question dans une seconde. Je finis sur la slide.
Donc, le remède, je vous l'ai dit, c'est que c'est tes questions qui font la diff. OK? Et évidemment, toujours définir les next steps. Mais comprenez ça. Un vendeur, c'est un expert. Tu vas acheter à quelqu'un s'il t'a défini comme un expert. Si tu connais son problème et son métier sur le bout des doigts et que tu peux le résoudre, en posant 4, 5 questions clés, tu vas gagner. OK? Je ne sais pas, autre exemple, tu veux, je dis un truc n'importe quoi, mais tu veux acheter une voiture. Si le mec dit, ah ouais, il faut vous prenez un Mercedes, il commence à te rentrer dans des explications techniques, 200 chevaux, V8, j'en sais rien. Ce que tu veux, c'est que le mec juste, il se pose, il comprenne ton problème, et il te dise, ok, au regard de toi, tu as une famille, nanana, nanana, je pense qu'un bon truc au regard de tes moyens, ça serait ça, et de t'expliquer, de te convaincre qu'en fait, le raisonnement est bon parce qu'il a plus de connaissances que toi, qu'il est expert de son sujet. Parce que là, tu as envie de le suivre. OK? Encore une fois, le bon vendeur, ce n'est pas le bon tchatcheur, bien au contraire. Un bon vendeur, c'est un expert de son sujet. OK? Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important parce que c'est contre-intuitif parfois dans la vision qu'on a. OK? Ce n'est pas le loup de Wall Street, je vais te parler, je vais t'embobiner. Non, non, non. C'est je comprends bien ton problème et je te résous. Et si vous faites ça, et ça prend du temps. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai dû attendre 1 an et demi avant de me considérer comme un bon vendeur dans ma boîte. Avant, je trouvais que j'étais mauvais parce que je me pitchais trop, parce que je ne comprenais pas bien. Et c'est maintenant que j'ai vraiment bien compris les problèmes de mes clients que là, je peux dire que je sais que je suis un bon vendeur parce qu'en fait, je ne parle plus. Si vous voulez savoir si vous vendez bien ou pas, essayez de comprendre, essayez de remarquer combien vous parlez dans un rendez-vous. Plus vous parlez, moins bon vous êtes en vente. C'est automatique, c'est un super truc. Voilà. Mireille qui dit automatiser la prospection. Alors, juste pour revenir à ça, automatiser la prospection en B2B, ça veut dire automatiser l'envoi d'emails à des cibles que tu as prédéfinies. Ce qui veut dire qu'en gros, si je résume globalement, tu fais ta recherche de tes cibles sur Sales Navigator et ensuite, en un clic ou presque, ça va envoyer des séquences d'emails à tes prospects qui vont ensuite venir vers toi sans que tu aies rien à faire. Et en B2C, évidemment, automatiser la prospection, c'est autre chose. C'est évidemment faire des pubs, mais c'est aussi avoir des chaînes marketing, par exemple. Faire en sorte que quand quelqu'un laisse son mail parce qu'il est intéressé, il y a une boucle de 4, 5 emails qui lui arrivent dans la gueule pour le pousser à acheter ton produit ou au moins à faire un next step et à avancer dans le process de vente. C'est ça, automatiser. C'est mettre en place des outils. Donc, tu peux considérer que c'est du marketing ou de la vente. De toute façon, la frontière en B2B encore plus entre le marketing et la vente est très fine. Voilà, c'est vraiment ça. Merci Mireille. Dernier fail. On va finir à temps. Dernier fail. Mon produit est prêt, c'est bon. Il faut que je lève des fonds. Alors là c'est le rêveur, le doux rêveur. Le mec qui croit qu'il va lever des fonds alors qu'il n'a pas vendu 1 euro. Alors déjà, je vous déconstruis ça. Je vais être très direct. Pour lever des fonds avant d'avoir des résultats, il faut avoir un track record. Un track record, ça veut dire que tu as déjà monté des boîtes avant ou ça veut dire que tu as fait dans ta carrière quelque chose de tellement fou qu'il y a un mec qui s'appelle un venture capitaliste ou un business angel qui est assez fou pour te donner son argent avant même que tu aies prouvé quoi que ce soit. OK? Donc ça, si vous n'êtes pas dans la catégorie entrepreneur qui a un putain de track record et qui est capable juste sur sa gueule d'inspirer la confiance, vous sortez. Et ensuite, la bonne approche, c'est de se dire, on revient à ce qu'on a dit, si vous avez bien fait le boulot, si vous avez introduit les clients tôt dans le processus, que vous avez donc du coup réalisé des premières ventes, vous pouvez sentir de l'attraction. Et c'est quand on a de l'attraction qu'on lève des fonds. Lever des fonds, c'est pour accélérer son business. Ce n'est pas pour créer son business. Vous voyez ce que je veux vous dire? Aujourd'hui, dans quasiment tous les business, vous avez la capacité de faire un peu d'argent avant, de prouver qu'il y a d'attraction, de prouver qu'il y a un vrai problème que vous résolvez. Et c'est là où vous allez lever des fonds. C'est en allant voir un mec et en lui disant, mec, j'ai 200 précommandes, vas-y, donne-moi des fonds. J'ai ces trucs-là. Ça va vous permettre de vraiment lever des fonds. Okay. Après, évidemment, chaque business est différent. Il y a plein de contre-exemples. Mais nous, on en a vu combien des entrepreneurs qui perdent leur temps à aller voir des VC alors que les gars, ils arrivent à peine à vendre leurs produits. Du coup, le VC, c'est son taf de devoir, c'est son taf de savoir que tu existes, mais il ne va jamais investir dans toi comme ça. Si tu n'as pas de track record, si tu n'as rien de spécial, va vendre ton produit, va créer d'attraction, va prouver qu'il y a un marché et va ensuite essayer de lever des fonds. Tu seras beaucoup plus convaincant, tu pourras beaucoup mieux négocier, tout sera mieux. OK ?
C'est vraiment, vraiment, vraiment important d'arrêter de croire ça. Idem pour, ouais, on parle de business plan et les slides. C'est quoi les… Moi, j'ai plein de potes ici. Quand je leur ai posé la question, mais c'est quoi les slides que tu as envie de voir? Ils n'en ont rien à battre des slides. Ce qu'ils veulent, c'est le gars en face. Quand tu es en early stage, c'est l'équipe qui compte, c'est le produit qu'ils ont réussi à réaliser. C'est ça qui va te faire comprendre ça. C'est pas parce que tu as oublié une slide ou tu as mis une slide en plus. Allez voir, il y a une entrepreneur que j'adore qui s'appelle Mathilde Collin qui a lancé Front. Elle est hyper transparente et elle partage les slide decks de ses levées de fonds. Et regardez son slide deck, ils n'ont rien de spécial. Le slide deck, il n'a rien de spécial. Il est basique. Vous pouvez le trouver n'importe où, ce slide deck. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le slide deck, c'est les infos dedans. C'est le fait qu'elle a réussi à générer tant de traction pour son business. C'est le fait qu'elle a réussi à shipper aussi vite des produits. C'est ça qui font que les gens ils vont investir chez vous. OK. Voilà. T'inquiète, Jean, on va vous envoyer un petit mail récapitulatif avec les 10 premiers. On va faire les choses bien. OK, donc du coup, c'est quoi la réponse à ce fail? C'est qu'en fait, une levée de fonds, c'est pour accélérer son business. Ce n'est pas pour trouver ce qu'on appelle le product market fit. OK, c'est une fois que tu comprends ce que tu vends, le problème que tu résous, comment tu le vends, que tu as géré les canaux, c'est à ce moment-là que tu fais ta vente. OK? J'espère que ça a été clair. Si vous êtes encore sûr, après tout ce que je vous ai dit, de vouloir monter votre business, allez visiter notre site stfu.pro et l'onglet Flash, qui est notre offre entrepreneur. On accompagne pour 2 900 € les entrepreneurs sur tous les points qu'on a vus, c'est-à-dire l'exploration marché, la conception du produit, le prototypage de ton produit, la première vente et au-delà ton business plan, etc. Non, Jean, j'ai dit qu'on avait des places limitées, que les gens postulaient, que ça allait démarrer le 20 avril et que du coup, postulaient et que nous, notre sélection va se faire sur notre capacité à aider les gens. Et en gros, on va sélectionner les 10 personnes qu'on pense pour lesquelles on pourra avoir le plus d'impact. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Si vous avez, Simer, Alex, si vous avez des questions dans le chat, c'est maintenant que ça se passe. Je suis content, j'ai tenu le timing, j'avais dit 1 heure, c'est maintenu. Dites-moi si vous avez des questions dans le chat. C'est le moment de les poser. Je suis très content de voir qu'on est resté autour de 90 quasiment tout le truc. C'est-à-dire que je ne vous ai pas trop emmerdé. Ça, c'est cool. Dites-moi si vous avez des questions. Très chouette pour le webinaire spécial sales, Ariel. On va le faire ce webinaire spécial sales. Merci David. Ok, c'est gentil, c'est gentil. J'ai essayé de vous apporter un max de valeur. Les enjeux juridiques dans tout ça. Alors Stéphane, les enjeux juridiques, c'est quand tu as quelque chose à perdre. Quand tu as 0 € de chiffre d'affaires, personne ne va venir te faire chier. Va prendre des images, même pas libres de droit, tout le monde s'en fout. Les enjeux juridiques, ça arrive à un moment, mais la RGPD, tout le monde s'en tape quand tu es tout petit. Personne ne va venir te chercher. Génère du fric. Évidemment, ne fais pas quelque chose d'illégal, mais tous ces petits trucs juridiques, c'est après avoir eu c'est des bons. Si tu as des problèmes juridiques, c'est que déjà tu existes sur la map. Au début, quand tu te lances, pense pas à ça. Pense à faire du fric. Parler, il y a plein de gens qui sont des anciens avocats qui ont monté des boîtes. Ils ont tous dit le fait d'avoir en tête les enjeux juridiques, c'était une erreur. Il faut sortir de ça. Sors, fais du business, trouve, fais de la vente. Ensuite, tu géreras les problèmes juridiques. Mais c'est des bons problèmes. OK ? J'ai plus envie de créer ma boîte. Jean, si tu penses que c'est facile de monter ta boîte, t'es mal. Merci STFU, c'était génial. Au début, tu as dit qu'il fallait être expert dans son domaine. Est-ce que tous les fondateurs sont issus Alors, le fondateur d'Alan, c'est très sympa. Le mec, il s'est farci le code de l'assurance pendant 1 mois. Donc, il est monté en compétence là-dessus. Et ensuite, il s'est entouré. Mais il faut que tu connaisses ton problème. Et maintenant, je t'assure que si tu vas parler au fondateur d'Alan, il est intestable sur l'assurance. Il connaît le code de l'assurance par cœur. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas vendre des voitures si tu ne sais pas comment ça marche un moteur. C'est impossible. La vente, c'est d'abord être expert de son domaine. Moi, je ne vais pas te vendre des tapis si je ne sais pas reconnaître les tapis. Tu vois, même dans les trucs de base, en fait, tu ne peux rien vendre quand tu n'es pas expert. Moi, j'ai un pote, il vend des pneus pour Continental. Putain, c'est un méga expert en pneus. C'est un monstre. Et c'est à lui que j'ai envie d'acheter les pneus. Est-ce que c'est une mauvaise idée de faire du B2C aujourd'hui? Non, Kevin, ce n'est pas une mauvaise idée de faire du B2C. Il y a des gens qui réussissent. Moi, j'ai un copain qui dit, et je suis assez d'accord, le B2B, c'est pour l'argent, le B2C, c'est pour la gloire.
En B2C, si tu arrives à faire un truc qui marche, pas Asphalt, c'est un kiff absolu de voir que tu as de l'impact sur les gens directement, c'est incroyable. Donc oui, tu peux faire du B2B, c'est pas stupide. Par contre, le B2B, c'est très dur parce qu'il faut maîtriser le marketing, il faut maîtriser le branding, il faut maîtriser ta proposition de valeur. Enfin, c'est vraiment difficile, hein, le B2C, c'est un très beau métier, mais c'est difficile. Mais évidemment. Beaucoup d'entrepreneurs ont la capacité de comprendre vite. Ouais. Il faut vraiment. Il est même devenu acteur. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il est devenu acteur. Mais voilà, tu ne peux pas lancer un business si tu n'as pas vocation à devenir vraiment expert. Ou alors, si ce n'est pas toi l'expert, il faut au moins que tu aies un associé qui soit expert de ton truc. Okay. Est-ce que c'est le moment de se lancer en quittant son job avec la récession? Alors, grande question, Alexandre. C'est impossible de prédire l'avenir. On ne sait pas dans quelle mesure ça sera fort. Évidemment, il y aura des business qui seront plus impactés que d'autres. J'ai envie de te dire, c'est peut-être pas le moment idoine pour lancer son resto. Quoique, en fait. Peut-être que si tu réfléchis bien à de la livraison, tu peux inventer des nouvelles choses. Mais c'est important. Et oui, ne pas être expert de base d'un domaine et venir d'ailleurs en ayant la volonté de devenir expert, c'est hyper important. Parce que tu apportes un regard neuf. Et donc ça, c'est important de se dire ça aussi. Mais apporter un regard neuf, c'est cool, mais il faut aussi avoir des connaissances. Tu vois, moi, je donne un exemple que j'aime bien, c'est regarder les musiciens. Les musiciens, ils inventent, mais c'est des experts de la musique. Ils connaissent tout. Regardez les réalisateurs, ils inventent des nouvelles choses, mais va demander à Scorsese, va lui parler. Le mec, il a vu tous les films de toute la Terre. En fait, c'est en étant expert de ton domaine que tu peux inventer. Et c'est pareil en musique. Tu vas demander à tous les grands compositeurs, même demande à Kanye West, il connaît tout en musique. Le mec, c'est une encyclopédie. Ils sont hyper forts, les gars. Pour créer, il faut avoir cette connaissance. Et voilà. Je pense quoi, honnêtement, de The Family? Je pense que je ne les connais pas très bien. Je pense qu'Oussama Hamar, c'est un très bon orateur. Voilà, je ne les connais pas assez pour donner un avis sur eux. Je trouve qu'ils ont un putain de graphiste parce que leur logo il est magnifique, qu'ils sont très forts en com. Voilà, après nous, c'est des concurrents directs en B2B sur des trucs qu'on fait, même un peu en B2C. Mais bon, on est assez différents et moi, je les respecte. Hein. Très honnêtement, The Family, ils ont fait du bon boulot. Ils ont réussi à créer une putain de boîte. Bravo à eux. Hein. J'ai pas de mal à dire sur eux. On est différents. Je ne les connais pas assez pour dire des choses plus précises. Comment identifier les problématiques de secteur? Il faut que tu ailles parler aux gens, Maxime. S'il y a un secteur qui t'intéresse, je dis n'importe quoi, tu es intéressé par quel secteur? On va dire tu es intéressé par la cosmétique. Eh ben, tu vas voir Alexandre Seperoumal et tu vas lui parler de Clarence. Et tu vas lui demander le secteur. Mais en gros, je rigole, mais Maxime, si tu veux voir un secteur qui t'intéresse, tu vas contacter plein de gens dans le secteur, tu vas leur parler avec une méthode pour vraiment comprendre leurs soucis. Et tu peux créer, c'est comme ça que par exemple, c'est un mec d'HEC qui a créé Planning de garde, par exemple. Planning de garde, il a remarqué que les internes dans les hôpitaux, ils galéraient, ils faisaient tout à la main. Il a créé un outil, mais pour ça, il a passé du temps à parler à des médecins, à des internes pour comprendre leurs problèmes. OK. Donc, c'est important. Salut Alex, merci. Tu vas avoir l'autre webinaire de David. Ouais. On a l'autre David de CFU qui fait un webinaire. Le discours n'est pas full bullshit. Je ne les connais pas assez, The Family, vraiment. Genre, je sais qu'il y a des gens qui sont très bons là-bas, des gens qui sont moins bons, mais je ne peux pas dire de bêtises. Il faut participer à Flash sur toutes les méthodes. Non, par contre, si vous avez des questions sur votre business, postulez à Flash. Vous aurez un call avec nous. On va pas vous lâcher. Hein. Comment arriver à se positionner quand les incubateurs disent l'inverse que ce que disent les... Alors, les incubateurs, tu as à boire et à manger dans les incubateurs, mais le mec qui te donne un conseil, demande-lui déjà s'il a déjà monté une boîte, s'il a déjà vendu quelque chose. Parce que les consultants oublient, mon gars. Vendre, c'est dur. Vendre, ça pousse à l'humilité. Et si tu n'as jamais vendu, pour moi, tu n'es pas un entrepreneur. OK. C'est tout. Et au même titre que je ne vais pas te parler de musique si je ne sais pas jouer de la guitare, quoi. Enfin, tu vois, je ne vais pas te donner des cours de guitare si je ne sais pas jouer de la guitare parce que non, mais j'ai entendu des gens qui parlaient de guitare, quoi. OK. L'opérationnel, c'est une valeur fondamentale. Félix, merci David. L'aéronautique est un milieu assez complexe. Oui, c'est un milieu assez complexe, mais qu'est-ce que tu attaques dans l'aéronautique? Tu vois, si tu attaques une partie très précise, tu peux devenir expert de cette partie très précise.
Si c'est la logistique, par exemple, je vais dire n'importe quoi, je ne connais pas du tout ce milieu, mais si tu as remarqué qu'il y avait un problème de traçabilité des fournisseurs de l'aéronautique, or c'est hyper important, et que tu veux tacler ce problème-là, en parlant à plein de gens dans l'aéronautique, etc., et en étant expert de cet aspect-là, tu peux les aider. Okay, et évidemment, tous les domaines ne se valent pas. C'est sûr que vendre des chaussures, ce n'est pas pareil que faire de la biotech, même s'il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est différent. Et pour devenir expert de l'un ou de l'autre, ça prend peut-être plus de temps, c'est vrai. Ouais, on a accompagné, mais vous vous rendez même pas compte, on a accompagné des projets dans tout et n'importe quoi. Et à chaque fois, tout ce qu'on vous a dit, c'est des erreurs qui sont réelles et il y a des dénominateurs communs qui permettent de les éviter. Oui, après, évidemment, avoir un background ingé, etc. Je ne vous dis pas que sans aucune connaissance en rien, mais il ne faut pas vous dire que voilà, on peut devenir expert d'un truc si on bosse assez. Salut Raph. Merci Raph. Raph, super entrepreneur. Il faut que tu lances ta boîte. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur le chat. Je vais essayer d'y répondre. Quand un entrepreneur a une idée complètement pourrie, tu l'aides quand même ou tu lui prends son argent et tu lui dis de revenir plus tard. Bah non, on lui dit que son idée elle est pourrie et on lui donne des devoirs si on pense qu'on ne peut pas l'aider. Nous, notre objectif, on a un temps limité. On aide les gens au maximum. Si tu viens avec une idée pourrie, on va te démonter ton idée. On va t'expliquer pourquoi on pense qu'elle est pourrie parce qu'une idée, elle n'est jamais pourrie. Ce qui est pourri, c'est l'image que toi, tu as de ton idée. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, on va te déconstruire ton truc, on va te démonter un peu, on va te poser les bonnes questions et on va te donner des devoirs pour revenir et te dire si tu as fait ça, ça, ça et ça, à ce moment-là, on va pouvoir t'aider. Mais on a plein de contenus qui t'aident à justement aider ça, plein de contenus complètement gratuits. Maxime, on a des articles là-dessus, dans notre guide de l'entrepreneuriat. Donc, c'est encore une fois, nous, notre business, on le fait avec les grands groupes qu'on aide. Et c'est pour ça qu'on a lancé Flash parce qu'il y avait plein d'entrepreneurs qui venaient nous voir, qu'on pouvait aider. Et on n'avait pas trouvé d'offres qui répondent à leurs contraintes. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas leur vendre des trucs trop chers, etc. Parce que forcément, tu ne peux pas toujours mettre 10 000 balles pour être accompagné. Mais nous, on ne voulait pas on ne voulait pas avoir de problème et devoir choisir entre une mission me payer qu'une autre, etc. Du coup, c'est pour ça qu'on a lancé Flash. Parce qu'en digitalisant pas mal de nos outils, de nos méthodos, on a pu amener un prix décent et qui est payable et tout en apportant notre valeur personnalisée avec un coach qui te suit. Moi, j'ai monté quoi comme boîte à part mon agence de conseil? Moi, j'ai monté 3 boîtes. Genre, j'ai expliqué au début. Une première boîte, c'était une prépa dans les admissions parallèles. Une deuxième boîte, c'était dans les paris sportifs. Et une troisième boîte, c'était de l'impression photo en ligne. Et on a fait 1,5 million de chiffre d'affaires en moins de 18 mois sur la troisième boîte. Voilà. Mais je l'ai expliqué au début de la vidéo, t'inquiète. Vu que tu t'es inscrit, tu vas recevoir un joli mail avec le résumé et la vidéo. Y a-t-il des particularités à avoir en tête pour des startups? Alors oui, startup deep tech, Alexandre, si tu as une idée de startup deep tech, postule dans Flash. On en a accompagné plein. Souvent, la clé, c'est avant de sortir un produit, de vendre du service. Donc, je te résume en 2 secondes, mais pour comprendre le problème de ton client, vends le service, dis que tu sais le faire et comme ça, tu vas parfaire ton produit sur des bons use cases. Tu n'auras pas de problème d'UX parce que c'est toi qui vas l'utiliser et après, tu vas pouvoir sortir ton produit. Moi, j'ai été expert en quoi pour la création de mes 3 boîtes? Alors, ma première boîte, c'était dans les admissions parallèles. Pendant plus d'1 an, j'avais donné des cours de Taj-Maj, qui était le truc le plus important pour intégrer. Du coup, j'étais expert absolu de ça. J'ai écrit plusieurs livres dessus. Donc, ça, c'était mon expertise pour monter ma première boîte. La deuxième boîte, dans les paris sportifs, je n'avais pas d'expertise là-dessus. Mais moi, mon job, c'était pas de faire le produit, mais c'était de faire de la vente B2B. Et c'était mon premier job. Donc, ouais, je n'étais pas très expert. Peut-être aussi pour ça que ça n'a pas trop marché. Et la troisième boîte, je m'y connaissais bien en e-commerce. J'avais un peu touché. Et surtout, finalement, Zeinberg, ça a marché parce qu'il y avait une grosse approche B2B. Et tout le job que j'avais fait avant, qui était d'essayer de vendre en B2B à des grands comptes, à des clubs de foot, etc., à des médias, ça m'avait permis d'être meilleur en vente. Et du coup, ça a été central dans la réussite de Zeinberg. Voilà. C'est, moi, mon hard skill, si tu veux, c'est digital et vente.
est-ce que vous avez l'impression que c'est parfois galère de bosser avec des grands groupes sur des missions d'entrepreneuriat ou de projets? Ils ont l'impression d'être déjà experts. Non, franchement, Léopold, nous, les grands groupes avec Zeinberg, avec un E, genre. Franchement, Léopold, les grands groupes avec lesquels on bosse, ils sont top. On bosse sur beaucoup de missions d'entrepreneuriat où justement les gens nous prennent. Nous, on a toujours le même discours. Ils nous prennent parce qu'ils pensent qu'on peut vraiment apporter de la fraîcheur et de la méthodo et des connaissances tech. Et ils ont, en tout cas, nos clients, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils bossent avec nous, mais ils savent très bien en quoi on peut les aider. Et de manière générale, en fait, les mecs ne vont pas te payer s'ils pensent qu'ils sont experts en tout et qu'ils n'ont pas besoin de toi, bah, ils ne vont juste pas te payer. Donc, il y a des prospects qui pensent qu'ils sont experts en tout et qu'ils n'ont pas besoin de nous, et du coup, on n'arrive pas à les signer. Mais c'est aussi un peu de notre faute à nous. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à poser les bonnes questions, à leur montrer là où ils avaient des limites. Mais du coup, si tu y arrives, le mec, après, il est client. Une fois qu'il est client, s'il t'a payé, c'est qu'il veut que tu l'aides. Donc, on n'a pas de problème. Tout le monde n'est pas d'accord avec le fait qu'on peut les aider. C'est pour ça qu'on ne signe pas encore toute la terre, mais ça va venir. Mais voilà. Il y a que toi qui vois ce message. Ok, Des questions sur merci les incubateurs. Rémi. Salut Léopold. Merci. David, il y Yes. avait des questions sur les incubateurs que j'ai pas bien compris. Il y avait quelqu'un qui disait quand les gars dans les incubateurs te disent de faire une chose et autre, je dis juste que les conseils, voilà, ça dépend qui les donne. Prends en priorité des conseils d'entrepreneurs. Il y a des très bons incubateurs. De toute façon, c'est une question de personne. C'est une question de personne. Il y a des entrepreneurs qui, sur certains sujets, peuvent donner des super conseils. Dans d'autres sujets, peuvent te donner de mauvais conseils. Donc voilà. Nous, le sujet qu'on a vu avec les incubateurs, c'est qu'à l'époque où nous, on était passé dedans, certains de nos projets, vu qu'il n'y avait pas de business model et c'était gratuit, ils staffaient comme lead de l'incubateur des gens qui n'avaient pas d'expérience entrepreneuriale ou tech. Et du coup, en fait, ces gens-là faisaient de l'animation, mais ils comptaient plus sur l'interaction entre les startups pour être vraiment guidés. Il n'y avait pas vraiment de challenge. Les boîtes vivotaient dans le local, quoi. Mais tu n'as pas un mentor qui a du temps pour t'accélérer vraiment, quoi. Mais ça a pas mal changé. Ils sont en train de recruter des gens hyper qui ont du temps à accorder et qui sont des entrepreneurs. Ce qui compte, c'est les gens qui te donnent des conseils. Voilà. Et de toute façon, de manière générale, quand tu montes ta boîte, tu vas recevoir plein de conseils de plein de gens qui sont différents. Après, Mireille, seul ou cofondateur, tu peux démarrer seul et trouver des cofondateurs en cours de route une fois que tu as prouvé un peu quelque chose. Moi, je me suis lancé tout seul. Les 3 premiers mois, j'étais tout seul à essayer de signer des clients. Et quand j'ai signé mon premier client, j'avais besoin de gens pour faire la mission. Je suis tombé sur mes 2 associés d'aujourd'hui. Donc, tu peux démarrer tout seul et trouver des cofondateurs quand tu as besoin, mais ne t'associe pas pour t'associer. Il faut que chacun apporte quelque chose d'unique. Sinon, ça va exploser. Si chacun n'a pas sa place, si chacun ne fait pas quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, ça ne va pas marcher. OK. Donc, il n'y a pas de réponse. Hein. Tu peux très bien. Moi, j'ai connu des putains d'entrepreneurs qui ont fait des putains de boîtes tout seuls. Je sais pas, une des plus grosses boîtes de conseil en ce moment, c'est OnePoint. Ça cartonne, c'est monstrueux. Le mec, il a monté ça tout seul. Et à côté de ça, je connais des gens. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais jamais pu monter la boîte tout seul parce que on a des expertises. J'avais besoin d'expertise tech et même d'avoir des gens qui te donnent leur avis et qui te permettent de pas toujours aller dans la direction que tu veux. Ça te fait prendre des meilleures décisions. Moi, le nombre de décisions que je voulais prendre qu'on n'a pas prises parce que les deux n'étaient pas d'accord et au final, on a vraiment bien fait d'aller dans leur sens. Voilà. C'est important aussi de. Moi, il y a un sujet qui me passionne, c'est l'ego de l'entrepreneur. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, tu dois avoir de l'ego, sinon tu ne vas pas monter ta boîte. Mais si ton ego il prend le dessus et que tu prends des mauvaises décisions à cause de ça, là, tu as tout perdu. Donc, réussir à limiter son ego, être conscient que tu as de l'ego, c'est important. Et il faut en avoir, il faut avoir du caractère. Mais il ne faut pas que ton ego soit négatif. Il faut que tes décisions soient prises, pas dans l'intérêt de ton ego, mais dans l'intérêt de ta boîte. Donc, ça, c'est très, très important. Ouais, mais Mireille, moi je te conseille pour trouver des associés, lance ton business, fais-le tourner, trouve des premiers clients et quand tu auras prouvé ça, tu vas pouvoir prouver. Tu vois, c'est toujours pareil, ton associé il va te prendre parce que toi tu vas prendre un associé tech parce qu'il va te débloquer sur la tech et il faut que toi tu puisses débloquer l'associé tech sur le business, tu vois. Et pour ça, il faut le prouver. Il faut que tu prouves que ton business il est bon pour s'associer avec ça. Il faut que tu prouves que tu es capable de vendre pour prendre des ingénieurs là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te lancer tout seul et trouver, sois confiant, c'est du travail. En gros, les incubateurs ont quand même un regard assez averti sur quel business. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Sébastien. Il n'y a pas des business qui peuvent marcher, des business qui ne peuvent pas marcher. C'est trop général, ça. En lançant même sur un business qui, enfin, vraiment, il
n'y a pas de vérité générale là-dessus. Tu peux créer des super business sur des trucs qu'on ne pensait pas. Regarde Blablacar, qui pensait qu'on pouvait créer un success story sur le covoiturage? Personne ne voulait investir dedans. Il y a même des gens qui ont investi dans Airbnb. Enfin, je te donne des exemples un peu gros, mais je sais pas, Airbnb, il y a, je crois que c'est Reid Hoffman qui a investi dans Airbnb au tout début. Il a dit, j'ai investi, j'y croyais pas du tout, mais les mecs étaient tellement bons que je me suis dit que ça méritait de lancer un ticket. Mais lui, il a dit, j'ai investi en disant, mais qui sont les fous qui vont laisser leurs appartes et qui sont les fous qui vont aller dans les appartes d'autres gens? Et pourtant, il a investi parce que les mecs étaient tellement bons, ils ont tellement créé des trucs de ouf. Donc, du coup, encore une fois, les conseils, même mes conseils sur ton business peuvent être mauvais. Il faut prendre au cas par cas. Et moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui m'ont donné des super conseils, qui m'ont donné des mauvais conseils, etc. Voilà. Je reste jusqu'à que vous ayez plus de questions. Mais vous n'hésitez pas, si vous voulez partir, évidemment. Hein. Tu me donnes des exemples sur des idées novatrices. Là, mon cas, malheureusement, c'est une idée qui existe déjà. Bah, si tu n'as pas de différenciateur, forcément, mais pense pas idée, pense problème. Quel est le problème que tu résous? Est-ce que tu résous vraiment un problème que les gens ont pas, que les gens ont? Si tu résous ça, après, tu vas trouver des solutions. Mais oui, le client, en effet, Mickaël le dit très bien, le client, il a toujours raison. Mais comprends son problème et comprends comment tu peux le sortir. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de bonne idée, il n'y a pas de mauvaise idée. L'entrepreneuriat, c'est une science de l'exécution. C'est que de l'exécution. Tant que tu exécutes, bien, tout est possible. Voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir en mode hey, qu'est-ce que tu en penses de mon idée? Mais j'en pense rien du tout, mec, de ton idée. Va essayer de la vendre et dis-moi si ça vend. Après, s'il y a des gros sujets, je peux peut-être essayer de pointer des problèmes que je vois. Mais toi-même, si tu penses que ton idée elle est bonne, au lieu de dire à tout le monde putain, j'ai une super idée, vas-y, va la vendre. Si elle est si bonne, va la vendre. Et si tu n'y arrives pas, pourquoi tu n'y arrives pas? Voilà, c'est vraiment ces sujets-là qu'il faut avoir en tête. Euh, voilà, voilà. Mais pensez, je l'ai mis dans un des problèmes, mais différencier, c'est important. Si tu n'es pas différencié, tu es mort en fait. Et ça, c'est un truc, moi, je l'ai vécu. Quand tu arrives au tout début, quand j'ai essayé de vendre des formations avant de rencontrer mes associés, je vendais des formations en disant bah ouais, c'est moi qui fais des formations digitales et un peu entrepreneuriat parce que je connais bien, je ne suis pas mauvais. Mais mec, ça suffit pas du tout. Quand tu es face à quelqu'un qui te demande c'est quoi ta différence, pourquoi je te prends toi plutôt qu'un autre, il y a d'autres qui existent. Si tu n'es pas solide là-dessus, tu es mort. Tu es mort. Tu arriveras peut-être à faire une ou deux ventes par hasard, mais tu n'arriveras jamais à faire une boîte sur ça. Vous avez des retours? Quelqu'un avait une question sur la deep tech. Ouais, j'ai Est-ce qu'il y a répondu. des méthodes spécifiques pour la deep tech? Tu as répondu déjà, ok. Ouais, j'ai dit qu'il fallait créer un service et que s'il avait des questions plus précises, il faut qu'il postule à Flash et on en parlera. Vous avez des retours d'expérience sur des services pour des institutions publiques, gouvernement, université, versus le B2B? Alors, ça, c'est un vrai sujet. Le problème de ces institutions publiques, c'est que le cycle de vente, il est très, très, très long. Je vais te donner l'exemple encore de planning de garde. Planning de garde, ils sont morts un peu à cause de ça. Au début, ils ont voulu passer par la vente classique. Ils ont vu que ça prenait 2 ans. Du coup, ils ont donné le truc en gratuit. Ils l'ont mis dans la main des gens. Mais du coup, après, ils ont toujours eu un problème de business model pour faire payer parce que les cycles de vente sont extrêmement longs. Donc, ça, c'est une vraie question. Nous, on bosse avec une boîte qui s'appelle Idemia, qui bossent avec des institutions publiques, qui font ce qu'on appelle du B2G, donc du business to government. Et ouais, c'est difficile. Ça, pour le coup, ça peut être un truc où il faut que tu aies des partenaires pour pouvoir vendre à des gouvernements parce que ça va te prendre du temps. Hein. C'est des cycles très très longs. Après, il y a des appels d'offres qui peuvent peut-être en sortir. Mais voilà, c'est un vrai sujet. C'est pas facile. L'importance ou non d'un business plan. Moi, je ne suis pas fan du business plan au tout début. Il ne faut pas que ce soit dans vos problèmes. Il faut que tu aies un business model qui tienne la route, mais ne va pas commencer à faire des projections alors que tu n'as rien. Un business plan, c'est basé sur des hypothèses. Et ce qu'il faut que tu fasses au début, c'est valider ces hypothèses. Et donc, pour mettre des chiffres, il faut que tu aies des données pour pouvoir justifier un CAC, un coût d'acquisition client, etc. etc. Voilà. Bah voilà, ça c'est marrant. J'avais même pas lu, j'ai répondu la même réponse que Mika, plus ou moins. Good. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas, c'est le moment de poser des questions. Je vais être avec vous encore pendant 5 minutes. Et après, il va falloir que je vous quitte.
et dans la santé. C'est-à-dire dans la santé, Mika? La prison de la santé? Ah oui, dans la santé. Si vous faites des boîtes dans la santé, nous, on a une verticale santé qui s'appelle Antidote. Moi, je pose la question parce qu'il y a les deep tech, mais il y a un deuxième secteur où c'est compliqué un peu d'innover, un petit peu différent, c'est la santé. Parce que proposer des innovations à destination des patients, des médecins ou des laboratoires, c'est des choses extrêmement réglementées, complexes, avec des business models très différents. D'ailleurs, on ne dit pas utilisateur, on dit patient. Ce qui change quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, avec des gens qui n'ont pas beaucoup de temps à vous accorder pour des interviews, etc. Donc, dans la santé, si vous voulez innover dans la santé, il faut, voilà, c'est un peu plus loin, un peu plus compliqué, mais il y a de très très belles aventures qui se font. Et nous, on a une verticale spécialisée santé, donc de l'expérience à travailler là-dedans. Là, on aide par exemple la PHP sur certains sujets, à digitaliser leur entreprise, optimiser le parcours de soins, etc. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi ne pas dépenser dans une agence? Pas que du code, mais pour accompagner à longueur, mais dépenser chez AC. Si tu veux, nous, on n'est pas une agence. Nous, on se voit comme des coachs, c'est-à-dire qu'on va t'accompagner sur tout ton projet et les outils que tu vas utiliser pour ton proto, on ne va pas le faire pour toi, on va te former à ces outils-là pour que tu puisses le faire toi et garder la main dessus. Donc, si tu veux, nous, on t'apporte beaucoup plus qu'un produit, on t'apporte une méthode et on t'apporte une montée une montée en compétences. C'est ça qui fait la diff. Et on a toujours refusé de faire l'agence. Si tu nous demandes de faire un produit pour toi en no-code, par exemple, on va te dire non. Parce que si tu n'as pas la main dessus, ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne veut pas te faire payer de la maintenance 500 balles par mois pour maintenir ton truc. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a des clients qui nous demandent de la maintenance, on a des partenaires qui gèrent la maintenance, ça ne nous intéresse pas. Exactement, comme a dit Mika très bien, c'est toi qu'on travaille, ce n'est pas ton produit. On travaille ton idée, on travaille ton produit, on travaille ta proposition de valeur et on te travaille toi en fait au final pour que quand nous on quitte le truc, que tu te dises que les 3000 balles, c'est les 3000 balles que tu as le mieux investi dans toute ta vie. Et que tu ne dises pas, ouais, ils m'ont fait un produit pour 3000 balles, j'ai vu, il y a des Indiens, ils auraient pu le faire pour 2000. Non, nous, ce qu'on fait, personne ne peut te le faire. Des conseils pour convaincre un VC qui ne comprend pas ta proposition de valeur. Est-ce que les métriques valident un truc? Bah ouais, déjà, ça, c'est le premier truc. Le VC, déjà, s'il ne comprend pas ta proposition de valeur, le problème vient peut-être de toi. Parce que le VC, il envoie beaucoup des propositions de valeur. Donc, peut-être que tu la présentes mal. Donc, il faut se remettre en question là-dessus. Et ensuite, évidemment, les métriques, c'est le meilleur moyen. C'est quasiment le seul moyen de convaincre des gens. Parce que si tu arrives, tu dis, voilà, j'ai tant de clients. Donc, oui, il y a un problème. Tu vois, ça justifie ton problème. Voilà. Et encore une fois, les VC, les entrepreneurs, etc., chaque personne est différente. Il y a des VC qui vont te suivre, d'autres qui ne vont pas te suivre, des business angels qui vont te suivre, d'autres qui ne vont pas te suivre, des gens qui vont être cassants avec toi, te dire que c'est de la merde, que ça ne marchera jamais, d'autres qui vont dire c'est génial, mais qui ne le penseront pas forcément, d'autres qui vont te donner un conseil A, l'autre qui va te donner un conseil B qui va à l'encontre du conseil A. Ton job d'entrepreneur, c'est de faire le mix de tout ça et de prendre tes décisions et d'avancer. C'est le job, de prendre des conseils de partout, de prendre l'info et de prendre tes décisions. Voilà. Encore une fois, les VC en early stage, ils investissent sur des gens, ils investissent sur. Ça veut dire quoi investir dans les gens finalement? C'est pas juste l'aspect que tu as, comment tu l'as impressionné dans un rendez-vous, mais c'est aussi les réalisations que tu as fait dans le temps que tu les as fait. Si tu arrives, tu dis voilà, mec, j'ai shippé un produit en 3 mois, j'ai eu tant de clients, etc. Là, il va se dire ok, ce mec blague pas. Et c'est pas une question d'études, c'est pas une question de rien du tout. C'est ok, j'ai réussi à shipper ça. Il nous manque une lettre d'intention pour ouvrir des pilotes. Pourtant, nous avons convaincu de nombreux VC qui viennent en deuxième tour de table. Comment mieux retravailler tout ça? En gros, c'est quoi? Alors après, pour du coaching comme ça, il faudrait rentrer dans le détail de ton projet, le contexte, la situation. On n'est pas dans du early stage là et la présentation était assez générique. C'est pour ça qu'il faut du sur-mesure pour former un entrepreneuriat et c'est pour ça qu'on fait des offres hybrides comme Flash parce qu'on ne peut pas tout débloquer de manière générique comme ça. Yes. Mais encore une fois, Eduardo, si tu veux qu'on en discute, postule à Flash et on fera un call avec toi et on discutera un peu de tes problèmes. On essaiera de t'apporter un maximum de valeur et de répondre à tes problèmes. Très humblement.
Et oui, en effet, vraiment, vraiment, retenez ça, chaque cas est différent, chaque conseil dépend de la personne qui la donne, à quel moment il la donne, etc. Il n'y a pas de vérité générale et c'est ça qui est beau. C'est comme la vie. Il n'y a pas des trucs qui marchent et qui ne marchent pas dans la vie. Ça dépend à chaque fois de la situation. Ok, good. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? S'il n'y a plus de questions, dites-le moi. Je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi fous, aussi nombreux. C'était top. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous avez été hyper actifs sur le chat. C'est génial. Merci encore. Voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et c'était trop bien. Yes. Du coup, merci à tous. Je vais mettre fin au live. Merci, merci. Yes. On vous enverra un mail récapitulatif avec tout ça. C'était top. Vous êtes les meilleurs. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, par mail, regardez la flash, parlez-en autour de vous. On arrête les inscriptions dans pas longtemps, postulez, on va essayer d'aider le maximum de gens qu'on peut. Ok, c'est génial. Merci à tous. Salut, salut.